Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous emmenons faire un long voyage du désert aride et mortel du Niger aux rivages et aux champs de la Sicile en passant par une des villes les plus dangereuses au monde, Tripoli, la capitale de la Libye, en pleine guerre civile, depuis la chute de son dictateur Mouammar Kadhafi. Cette route de l'enfer, c'est celle qu'empruntent tous les jours des dizaines de milliers de migrants africains venus chercher un avenir meilleur en Europe. Mais vous avez sans doute remarqué qu'on parle un peu moins d'eux depuis quelques mois. Le flux ininterrompu de migrants jetés en mer, puis sur les routes européennes, semble s'être un peu tari. La vérité, c'est que la tragédie s'est simplement déplacée plus au sud, conséquence d'une politique européenne qui repousse les frontières de la migration le plus loin possible. C'est aujourd'hui dans le désert que meurent les migrants, femmes et enfants. Ceux qui en sortent affrontent la torture, le viol et la prostitution en Libye, avant d'affronter le risque de noyade en Méditerranée. Le reportage que nous vous proposons ce soir est le récit d'une épopée contemporaine tragique et bouleversante. Il est le fruit du travail obstiné de Xavier Nicolle et Anne-Frédérique Wiedemann, qui ont approché au plus près cette misère humaine, parfois en prenant de grands risques, comme à Tripoli, où il est rare qu'une équipe de télévision s'aventure. Vous allez comprendre à quel point ces migrants qui meurent à nos portes, ces mères, ces jeunes gens, si loin de nous, sont en fait si proches. Regardez. À Niamey, la capitale du Niger, des migrants s'apprêtent à prendre la route de l'Europe au péril de leur vie. Nous nous rendons à la gare routière car c'est là, en pleine nuit, qu'ils ont rendez-vous avec leurs passeurs. Ils arrivent ici en sachant qu'il y a des réseaux et donc il y a des gens à la gare qui les attendent et qui permettent les prochaines étapes du voyage. Il y a beaucoup de répression maintenant, donc l'accent est mis sur le refoulement. Ouais, donc les risques sont encore plus grands maintenant. Sont encore plus grands maintenant et les prix sont plus chers. Impossible de filmer à découvert. Depuis que le Niger traque migrants et passeurs, la tension est montée d'un cran. Dans ce chaos, on repère une jeune Nigériane. Apeurée, elle est en route pour l'Europe. Vous avez des problèmes avec la police? Ils disent que si on les paye pas, on pourra pas passer. Combien vous devez leur donner pour passer? Ils veulent 20 000 et on n'a pas cette somme. Il faut que je retourne à l'intérieur. Il faut que je me dépêche. Ouais, elle avait l'air inquiète, hein, la jeune fille, elle avait l'air vraiment ils ont inquiète. tous peur. Vous vous êtes fait voler votre argent? Tous les polices qui sont volés, on ne dit rien. La volé le téléphone, tout, voilà. Au nord de Niamey, des dangers encore plus grands les attendent. Ce jeune a déjà tenté la route de l'Europe. Il a failli laisser sa vie. Parce qu'on te prend pour te tuer, tu perds ta vie comme ça, banalement. Il y a le vidéo là. Sur ce portable, les images qu'il a filmées il y a un mois, lorsqu'ils ont été abandonnés en plein désert. Dans le désert comme ça, on nous dit partez comme ça. On dit parti, voilà le chemin, on dit parti. On nous a donné, et puis 2 personnes, 1 litre d'eau, un bidon d'eau. 5000 kilomètres les séparent encore de leur rêve européen. Pour atteindre la Sicile, ils devront traverser le désert, l'enfer libyen et la Méditerranée. Or, depuis que l'Europe a pris des mesures pour réduire la migration, cette route est devenue la plus dangereuse et mortelle au monde. Le Niger est 6e au palmarès du sous-développement, un pays à la démographie galopante et à la pauvreté endémique, en dépit des richesses de son sous-sol. Pour son malheur, plus de 70% des jeunes Africains qui atteignent l'Italie passent par ici. Pour bloquer les migrants au sud de la Libye, en 2016, l'Union européenne a convaincu le Niger de contrôler ses frontières. L'Europe a dénoué sa bourse et déployé ses experts. L'Union européenne mise sur le Niger, un des pays les plus pauvres de la planète, pour contrôler les flux migratoires. On a rendez-vous avec l'ambassadeur de l'Union européenne à Niamey. Le principal souci de l'Union européenne, c'est d'éviter les morts. Donc les drames humains, les morts, et aussi le miroir aux alouettes, le mythe de l'Europe,
casser ces mythes. Il y a une réduction qui est manifeste donc des flux. Le Niger a mobilisé les forces de sécurité donc au nord. Il a arrêté des trafiquants, il a saisi des véhicules. Effectivement, donc ces contrôles aux frontières, près de la frontière avec la Libye, ont porté des fruits. 1000 kilomètres séparent Niamey d'Agadez, la deuxième étape des migrants au Niger. C'est surtout ici que se déploie le verrou actionné par l'Union européenne. On se dit que les migrants qui arrivent ici et qui s'apprêtent à marcher des kilomètres sous cette chaleur prennent des risques immenses. Au cœur du Sahel, Agadez est la porte du désert libyen, un lieu devenu stratégique pour les chancelleries occidentales. L'Union européenne y a pris ses quartiers. La mission civile EUCAP Sahel Niger forme, entraîne et équipe les forces de l'ordre chargées de la lutte contre la migration. Au programme, un cours sur la collecte de renseignements. On va écouter maintenant le formateur. Il faut travailler toujours ensemble. Il faut vraiment prendre des renseignements pour la criminalité qui est associée à ce phénomène de la migration irrégulière. Et éviter les pratiques de trouver le renseignement à travers la torture, qui est contraire à nos lois, et en même temps aussi d'utiliser l'argent pour facilement trouver le renseignement. Sous la pression européenne, le Niger a activé une loi, la loi 2015, qui désormais criminalise toutes les activités liées à la migration. Bachir Hama est le président de l'association des passeurs d'Agadez. On ne comprend pas aujourd'hui, il y a une loi qui va toucher la population d'Agadez seulement, elle nous touche seulement quoi. Salam alaikum, Suleiman. Tout autour de la gare, des agences de voyage désœuvrées et des hommes en colère. L'économie d'Agadez, c'est fini. Les gens d'Agadez mourir. Faim, il n'y a aucun travail, il n'y a rien. Les véhicules ont été saisis. Les autres passeurs, beaucoup ils sont en prison. Ouais. Aider et convoyer les migrants est devenu un crime passible de sanctions sévères. Mais à voir ce qui se vend sur le marché, le trafic continue. Vous voyez, les gens qui vendent des bidons pour mettre l'eau. Donc chaque migrant achète ça? Oui, chaque immigrant, il paye 2. Vous voyez? Deux pour faire tout le voyage? Oui, tous les voyages, oui. C'est 3 jours de voyage. Ça, c'est des bâtons pour monter aux voitures. Oui. Donc tu dois tout le monde... C'est ça que les gens appuient pour faire équilibre, quoi. Ça suffit pour se tenir? Oui, ça suffit. Chacun a un pour lui. Ouais. Donc ça c'est pour vraiment se protéger de la poussière. Les poussières, voilà. Okay. Donc avant, il y avait beaucoup plus d'activités ici. Voilà, oui. Tu voyais les gens et tout. Mais maintenant, il n'y a pas. Et ils se cachent. Hein. Maintenant, ils se cachent. Voilà. Jusqu'en 2016, chaque semaine, l'ex-passeur convoyait légalement des centaines de migrants sur cette route, la route officielle qui mène en Libye. Ça, c'est le début du désert, là. Oui, ça, c'est le début du désert. Vous voyez, les taxis sont là, sont bloqués. Quand il n'y a pas de loi, si tu viens ici, c'est des mouvements, tu vas voir les gens qui vont venir vendre, les gens qui ont des restaurants, les gens qui ont beaucoup de choses, quoi. Vous voyez? Désormais, la principale sortie d'Agadez est étroitement surveillée par les forces de l'ordre. Dans la norme, vous vous présentez à l'autorité locale. Vous n'avez pas le droit de filmer personne ici, personne. Vous prenez vos véhicules, vous retournez. Rissa Feltou est le maire d'Agadez. C'est un Touareg qui a une très grande réputation dans toute la région. Bonjour. Nos populations, notre ville a toujours vécu du transport de cette activité liée à la traversée du désert. On a l'impression qu'on est devenu une sorte de frontière de l'Union européenne. Et malgré effectivement les millions d'euros qui sont annoncés pour atteindre ce qu'on appelle les conséquences, on a du mal à se relever.
Les passeurs qui avaient pignon sur rue à Agadez ont été remplacés par de nouveaux acteurs, souvent étrangers et sans scrupules. Ils n'ont aucun mal à contourner les contrôles dans cette ville ouverte aux 4 vents. Pour faire sortir les gens d'Agadez, il y a combien de voies? On ne peut pas les calculer. À cause des risques, ce passeur a abandonné son activité, mais il connaît tout du trafic qui se poursuit. Non, dans les déserts, il y a des escrocs. Il y a des escrocs, il y a beaucoup d'escrocs dont je connais même ici dans la ville d'Agadez. Donc vous savez ce qu'ils font? Ils vont dans les compagnies de transport. Dès qu'ils viennent, ils les attrapent. Venez, vous voulez partir à la Libye? Venez, venez, voilà un bon connexion. Vous voyez? C'est là où les gens se font abandonner dans le désert. Parce qu'ils ont été pris par des connection men dont ils ne connaissent pas. Pour échapper aux forces de l'ordre, les passeurs encore en activité planquent leurs clients dans des taudis en bordure de la ville. Grâce à un contact, nous allons y avoir accès. Ici, c'est ce qu'on appelle un ghetto. Derrière ces portes, des migrants sont cachés en attente de pouvoir partir pour la Libye. Nous découvrons des lieux insalubres, sans eau ni électricité, où une centaine de migrants peuvent être groupés. La nuit dernière, 60 d'entre eux ont pris la route de la Libye. Mais ce jeune Sierra-Léonais, âgé de 12 ans, est resté en rade, faute d'argent pour pouvoir continuer. Le problème, c'est l'argent. Je n'ai plus d'argent. Seul Dieu peut m'aider. Dans la vie, il faut se battre pour manger et devenir un homme. En fait, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Moi, ce qui m'a poussé à sortir, c'est que pendant la crise post-électorale en 2010, j'ai perdu mes 2 parents. Alors, j'avais personne pour m'aider. Et un jour, nous sommes restés à l'école. Il y avait un document acheté, le professeur rentrait en classe. Il y a un mot qu'il a employé qui m'a beaucoup touché. Il a même dit que l'école n'est pas faite pour les pauvres. Et je suis ce qui disait que c'était vrai. C'est vraiment, l'école n'est pas faite pour les pauvres. Parce qu'il y a des documents achetés, d'autres achètent, et moi je ne peux pas acheter. Si j'avais les moyens, je pourrais acheter. Je me suis dit quoi? Au lieu de continuer après aller m'asseoir avec les diplômes sans travail, je préfère sortir. Je préfère souffrir ailleurs que de souffrir dans mon propre pays. Tu aimerais aller où? L'Allemagne. T'es sûr que tu vas être bien accueilli là-bas? Puisqu'il y a les droits de l'homme, on sera bien accueilli là-bas. Parmi nous, il y a plein qui ont des métiers, mais qui ne peuvent pas s'installer au pays parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a plein aussi qui ont des talents aussi cachés. Voilà. C'est quoi ton talent à toi? Moi, je sais faire la cuisine. Je joue aussi au foot. Les comédies musicales aussi. Avant d'arriver ici, nous avons traversé des moments très difficiles aussi. En route, on nous pillait. Vous arrivez dans un corridor, on vous dit, bon, payez une telle somme. Si vous ne payez pas, on va vous fouiller. Et si on vous fouille, la somme qu'on va trouver plus là-dessus, on prend tout avec vous. Ça me fait maintenant 7 mois que je suis ici. 7 mois. Je vis comme ça. Personne ne m'envoie l'argent, je suis là comme ça. Mais je me confie à Dieu. Puis pour manger, tu fais comment? Bon, c'est quand les amis achètent, me donnent un peu aussi, je mange. S'ils n'ont pas aussi, on reste comme ça. T'es bloqué ici. Pourquoi tu rentres pas chez toi? Je préfère être bloqué ici. C'est encore plus mieux que de là-bas d'être en liberté, mais le cœur n'est pas tranquille. Est-ce que tu sais ce qui t'attend en Libye et sur la mer? La difficulté. Je sais ça très bien. Mais qui risque rien n'a rien. Mais là, on parle d'emprisonnement, de torture, de noyade. Effectivement. C'est ça la vie. La vie met un risque. Il faut risquer pour avoir. Dans le cas contraire, si Dieu a voulu que c'est là mon destin aussi, je l'assume. En se criminalisant, la filière est devenue beaucoup plus dangereuse.
Dissimulé à l'arrière du ghetto, un Guinéen de 20 ans a été abandonné en plein désert. On marche. Pas l'arbre, ni l'eau. On était tous 88 personnes. C'est 16 personnes qui sont survécues. Tout le reste est mort. Les enfants, bébé de 4 ans, bébé de 12 mois, 5 ans, des femmes qui ne peuvent pas tenir. Un homme peut tenir certaines choses, mais une femme ne peut pas tenir tout. C'est impossible. C'est qui vous a abandonné dans le désert? C'est les chauffeurs libyens. Parce que tant que tu es un nègre noir comme ça, ils vont te prendre comme un esclave. Malgré on dit droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme, mais que ça n'existe pas en Afrique. Et toi, maintenant, tu veux repartir? Oui, je veux repartir encore. L'impression que ça donne, c'est que derrière ces murs, c'est un passeur en activité qui nous attend. Donc c'est un passeur qui continue à faire traverser la frontière aux migrants malgré les interdictions. Nous, on a des réseaux. Comme moi, un grand passeur, j'ai des réseaux. Si la patrouille sort à l'ouest, nous, on sort à l'est. Ou bien au sud, ou bien au nord. Maintenant, on a les GPS, on a changé les routes. Maintenant, il y a 1000 routes. 1000 routes. 1000 routes. C'est la loi là, 2015 qui a amené ça. Les gens meurent dans le désert. Et il y a mes collègues qui ont laissé les migrants en route parce qu'ils ont vu l'autorité. Ils ont vu les véhicules des patrouilles militaires, ils ont abandonné les passagers, ils ont fui. Mais c'est terrible de faire ça. Attends, pourquoi? Parce que si on te prend, tu pars en prison. Et tous les gens là qui meurent là, c'est la loi 2015 qui les a tués. Vous arrivez à faire sortir combien de personnes, combien de migrants? 80 ou bien 75 personnes par semaine. Le prix a varié. Avant, on prend à 120 000. Maintenant, ça est revenu à 300 000. Donc, vous faites des bonnes affaires? Ah, on fait des bonnes affaires maintenant. Par semaine, maintenant, des fois, je gagne 2 et quelques, jusqu'à 3 même. 3 millions? 3 millions CFA. C'est bien. C'est bien. Je suis à l'aise avec ma famille. À Agadez, le temps de l'immigration. Tout le monde est content. Tu manges. Tu achètes des cabris même chez toi, tu égorges, tu manges la viande, tu es à l'aise. Et maintenant, c'est la foutaise. Pour décider les passeurs à changer de métier, l'Union européenne leur offre une somme forfaitaire de 1,5 million de francs CFA, l'équivalent de 2700 francs suisses. C'est à peine la moitié de ce que cet homme gagne en une semaine. Acteur de la société civile, Rachid Kolo s'inquiète des conséquences de la politique européenne sur sa ville et de son impact sur la sécurité des migrants. À Niamey, le pouvoir central vous fait croire que non, tout va bien, ils ont stoppé. Mais en réalité, ils n'ont rien stoppé. Parce qu'ils ont créé une nouvelle filière qui est beaucoup plus criminelle. Et quant aux aides qu'on nous chante tout le temps, quelle aide? Elle est où l'aide? On te dit qu'on va te proposer 1 500 000 pour que tu abandonnes définitivement. Mais 1 500 000 ne peut pas réinsérer. Un jeune qui est habitué à gagner 1 200 000 par mois, on lui propose 1 500 000 une seule et unique fois, je ne pense pas qu'on l'aide vraiment à réussir. C'est ça le danger, parce qu'aujourd'hui, il y a des passeurs tapis clandestins qui prennent ces gens-là et qui les confient tout droit à la mort. Parce que vous allez trouver presque chaque semaine, je dis bien presque chaque semaine, il y a des jeunes Africains noirs qui sont jetés, déversés dans le désert et laissés à leur triste sort. Parallèlement au risque, le prix du trajet a fortement augmenté.
Faute d'argent, les candidats à l'exil restent souvent bloqués à Agadez et ils sont plus nombreux à se prostituer. Arrivées ici, elles n'ont rien. Donc elles se retrouvent dépouillées. Donc du coup, il faut reconstituer la cagnotte. C'est de la misère, quoi. Pour comprendre ce qui conduit ces femmes à se vendre, nous décidons d'équiper Rachid Kolo d'un micro. Tu veux aller en Libye? Oui. Combien ça coûte? 400 000 CFA pour aller en Libye. 400 000 pour aller en Libye? Oui. Pour aller en Libye, mais il n'y a pas de travail à Agadez. Hello. Hello, tu viens d'où? Du Ghana. Ghana. Okay. And you are here in Agadez. Tu es à Agadez depuis longtemps? How many times? Depuis 2 mois. 2 months? 2 mois. Oui, je veux continuer la route. Tu veux continuer? Je veux aller en Italie. L'Italie, c'est pas bien maintenant. Sérieusement? Ces Africaines proposent des passes à moins de 10 francs dans l'espoir de réunir un jour les sommes réclamées par les trafiquants. Chargés de quelques bidons d'eau et de provisions, ces adolescents se préparent à un départ imminent. Au ghetto, où leurs passeurs les ont rassemblés en attente du départ, ils préparent le seul repas de la journée. Dans la cour, on repère un groupe d'adolescentes regroupées autour d'une femme plus âgée, à droite de l'écran. C'est la configuration typique des filles promises à la prostitution par la mafia du Nigeria. Vous voyagez tout ensemble? Oui, avec notre gentille sœur. Gentille sœur, c'est ainsi que les jeunes filles appellent naïvement celle qui est payée pour les convoyer. Gênée, cette dernière élude nos questions et explique que sa sœur les attend en Libye. On vous a dit que vous alliez faire quel genre de travail en Libye? Le même que ma sœur. Elle travaille dans un hôpital en Libye. Mais vous savez que la Libye, c'est dangereux? Que souvent les filles sont forcées de se prostituer? Oui, on sait. On sait. D'un geste, la mère Macrel interrompt la conversation. Le camp de transit de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, accueille des migrants qui reviennent de Libye meurtris, découragés, détruits par la dureté de leur voyage. Car sur cette route infernale, ils sont nombreux à tenter leur chance à plusieurs reprises. À Agadez, l'OIM leur procure un abri, les soigne et les nourrit, pour autant qu'ils acceptent de rentrer dans leur pays. Le panneau qui est là identifie toutes les personnes, les nationalités qui sont ici au centre. Donc, on prend l'exemple de Guinée-Conakry, ce qui veut dire qu'on a 182 Guinéens migrants qui sont ici au centre, ce qui nous amène le nombre total de 399. Et jusqu'ici, vous avez renvoyé combien de personnes en tout? Dans les 5000 pour l'année, donc l'année 2017. Ces 5000 femmes, hommes et enfants ont vécu des choses atroces. Les médecins du camp en voient de toutes les couleurs. Bonjour. Ils viennent très épuisés avec beaucoup de maladies. Des fois, c'est des malades qui sont complètement déshydratés. Là, au cours de la traversée, ils ne prennent que quelques gorgées juste pour étancher la soif. Ils ne boivent pas comme quotidiennement où il faut 3 litres à 5 litres par jour de prise d'eau. Donc c'est avec ça qu'ils mêlent. Donc maximum, s'il n'y a pas d'eau, 48 heures, 112 heures, la personne meurt. S'il n'arrive pas à boire de l'eau. Au bout de ces 3 jours, il ne peut pas survivre. Maxi. Qu'est-ce qui est arrivé à votre jambe? J'allais en Libye et je suis tombé sur de mauvais passeurs. Les types devaient m'emmener en Libye, mais ils m'ont amené à Agadez. Quand je suis arrivé ici, ils ont commencé à me battre. Ils disaient que je devais leur donner plus d'argent pour qu'ils m'emmènent en Libye. Vous voyez beaucoup de conséquences de mauvais traitements? Bon, effectivement, il y a des gens qui ont eu des coups de balle. Là, ils viennent avec des plaies infectées. Suite à l'infection,
des plaies, les gangrènes, on est obligé, quand on les renvoie au niveau du CHR, on leur fasse l'amputation. Les blessures sur gaz, c'est des fois, ils disent que c'est des bandits qui disent d'amener tout ce qu'ils ont comme bien. Une fois qu'ils refusent, ils leur tirent dessus. Des fois, même s'ils donnent ce qu'ils ont, ils insistent, ils disent qu'ils ont quelque chose de plus. Ils refusent de donner, ils tirent sur eux. Des fois aussi, c'est des balles reçues par accident. Quand il y a la poursuite par les militaires, ils tirent sur les voitures pour les arrêter et par malchance, la balle tombe sur un migrant. Kidnappés ou vendus par leurs passeurs à des trafiquants libyens, la plupart des migrants ont été séquestrés de longs mois en Libye. Ces Camerounais ne doivent leur salut qu'à un affrontement entre milices. Ce qu'on a vu là, il faut qu'on rentre à la maison d'abord. Parce que c'est pas beau à voir. On les battait, d'autres on les viole, on les castre, ils sont nombreux. En Libye, ça? Oui, en Libye. Que là-bas, les gens meurent comme les mouches. Donc la mort, c'est rien. Là-bas, c'est la fin du monde, quoi. Moi, j'ai vu une femme venir avec sa fille avait 15 ans. On a pris sa fille, on a vendu sa fille. Quand elle voulait faire la fosse, on l'a mis dans une chambre noire. Elle n'est plus sortie. Il y a aussi une autre, il parlait anglais. Moi, je ne comprenais pas. Je lui donnais quand même l'eau. Mais le matin, on est venu nettoyer comme si c'était un cafard. C'est là, ça fait plus mal. C'est là. C'est le désert, la Méditerranée, la torture. J'ai dit à mes frères vraiment de ne pas traverser ces routes. On a déjà vu. On me disait, mais ne croyez pas. J'ai vu, j'ai failli perdre la raison. Je donne ce message à tous mes frères migrants de ne pas reprendre la route. C'est bon. Merci. Qu'importe l'ampleur des risques, chaque semaine, des centaines de jeunes continuent à prendre le chemin de la Libye. Nous sommes informés qu'un convoi va quitter Agadez ce soir. Notre contact nous a donné rendez-vous dans un terrain vague en bordure de la ville. Il fait nuit noire lorsqu'un homme à moto nous fait signe de le suivre. Les passeurs qui se trouvent juste là où les lumières clignotent. Hey, vous prenez, ils vont quitter tout doucement. Vous allez où? Where you going? 60 jeunes sont entassés sur 2 pick-up, avec pour seul bagage un peu d'eau et un bâton en guise de ceinture de sécurité. ايوه خليه بالله يا كلف بالله هيا بالله هيا ويباح ها هيا 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 اضرب هيا 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 Hey, c'est bon comme ça. Vous suivez là, on voit votre phare là, ils vont nous attraper. Côté Abdelaziz d'Allah. Hey, d'Allah côté. Diba d'Allah, gawane moto ni ba. Buni ya côté d'Allah. Il leur faudra au minimum 3 jours pour atteindre Saba, au centre de la Libye, et des semaines, voire des mois, pour rallier la capitale Tripoli, pour autant qu'ils y parviennent. C'est la 2e étape de leur périple, la plus périlleuse. Tripoli est une des villes les plus dangereuses de la planète. Un semblant de gouvernement contrôle plus ou moins la capitale. Les milices sont légion, les armes omniprésentes. Des milliers de migrants sont détenus ici dans des conditions abominables. Tripoli compte une trentaine de camps de détention dits officiels, soi-disant supervisés par les autorités. Et un nombre important de hangars et d'appartements où des criminels séquestrent des migrants contre rançon. Cet homme est désespéré.
Son amie est retenue prisonnière par ces trafiquants depuis 2 mois. Il vient de lui parler au téléphone. Là où ils sont là, peut-être les gens ils connaissent, on va venir les vendre ou bien je sais pas, donc on va les déplacer. Combien ils veulent pour la libérer? Moi, l'autre jour, elle m'a dit c'est 300 000, tu comprends? Elle m'a dit c'est 300 000. Voilà, Anne, j'ai fait des soucis parce que là où elle est là, quand elle m'appelait, elle m'a dit qu'elle n'a rien, elle ne mange pas. J'ai dit, on cherche les moyens, on cherche comment on va t'en faire sortir dans cette situation. Pour obtenir le maximum d'argent de leur famille, les trafiquants autorisent leurs prisonniers à leur envoyer des messages par téléphone. Voici l'appel au secours qu'il a reçu de son ami détenu à Tripoli. Allô, bonsoir. Pardon, là, je suis là, ça ne va pas. On partait sur l'Italie, la police libyenne nous a pris dans l'eau. Là, je suis là maintenant, je suis en prison. Ça ne va pas. Il y a trop de choses qui se passent ici. Dans la nuit, il y a les Arabes là qui viennent prendre les femmes pour aller vendre dans les maisons de prostitution. Bon, moi, je ne veux pas que les trucs comme ça m'arrivent, pardon. Franchement, ce n'est pas un endroit à vivre. Il y a les femmes quand on les attache. Surtout quand ils veulent coucher avec une femme dans la nuit, tout, et puis s'il vient, il t'attache. Il attache les mains et les pieds derrière. Et puis on prend à la corde là, on t'attache en haut. Et il y a trop de femmes ici, là, qui accouchent ici sans soin. Les femmes enceintes qui ont déjà fait plus d'1 an ici. Franchement, ça ne va pas là où je suis là, pardon. Donc il y a trop de mauvaises choses qui se passent ici. Ils tapent les gens jusqu'à les femmes même avec les armes là. Ils tapent jusqu'à percer la tête, le sang se verse partout. On fait tout et tout pour me faire sortir d'ici là. Parce que ça ne va pas. Pardon, il faut faire quelque chose pour moi. Il faut envoyer le message à ma famille. La jeune femme se trouve quelque part ici, à Tripoli. Nous aimerions avoir accès au centre de détention, mais les autorités nous ont imposé un chauffeur. Nous sommes serrés de près par les services de sécurité. Au département qui contrôle les médias, notre caméra se fait discrète. Salam alaikum. On vient prendre des nouvelles, des autorisations pour les centres de détention. C'est fini? Même pas les journalistes. C'est ici que se trouve la nouvelle responsable de la presse étrangère. En gros, tout ce qu'elle fait, c'est nous empêcher de travailler. Employée au ministère des Affaires étrangères, cette ancienne présentatrice du journal télévisé sous Kadhafi répète en boucle le message officiel. L'esclavage n'existe pas en Libye. La Libye respecte le droit international et les décisions des Nations Unies. La Libye œuvre pour les droits humains, car elle en a elle-même été privée pendant longtemps. Seules quelques organisations internationales sont encore présentes à Tripoli, dont le Haut Commissariat aux réfugiés, qui tient conférence de presse pour les médias locaux. Le HCR visite les prisons pour en extraire un maximum de détenus. Mais ses pouvoirs sont strictement limités aux migrants qui peuvent prétendre au droit d'asile. Nous, on peut visiter les centres officiels. Donc, on a fait presque 1000 visites cette année. Et quand il y a des réfugiés là-bas, on arrive toujours à les faire sortir. On écrit lettre par lettre. Donc, cette année, on a fait libérer à peu près 1100 personnes. Je vais vous faire écouter quelque chose. Il y a les femmes quand on les attache. Surtout quand ils veulent coucher avec une femme dans la nuit, tout. Et puis, s'il vient, il t'attache. Il attache les mains et les pieds derrière. Et puis on prend à la corde là, on t'attache en haut. C'est horrible, ça fait vraiment mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? La situation qu'elle est en train de présenter, je pense que ça doit être dans un centre non officiel. Parce que dans les centres officiels, il y a quand même des situations graves, mais je ne crois pas à ce niveau-là. Si elle est dans la main des trafiquants, c'est impossible pour n'importe quelle organisation d'avoir accès. C'est un peu désespéré, c'est ça? Oui, c'est une situation terrible, oui. Il est totalement impossible de localiser cette femme dans Tripoli. Mais nous allons pouvoir la joindre par téléphone. On m'a donné le numéro de téléphone que les trafiquants ont remis à pour qu'elle puisse faire chanter sa famille, les appeler et leur dire « envoyez-moi de l'argent ». Donc je vais essayer d'appeler et de lui parler.
Bonjour. Hello. Hello. Au deuxième essai, nous parvenons à lui parler. Sa famille a déjà versé de l'argent, mais les trafiquants font monter les prix. Oui, le problème, c'est que ici, c'est que bon, quand tu es déjà entre eux-mêmes, ils font tout et tout possible pour récupérer l'argent. Tant que tu ne fais pas, ils te vendent dans les maisons de possession à 500 000. Ils ont déjà fait à plusieurs femmes ici. Donc, c'est ça qui me fait peur. Bon, la situation, c'est que maintenant, là où je suis, là, on me demande de donner 4 500 dinars pour qu'on me libère. Je n'arrive pas à trouver cette somme. J'ai déjà appelé la famille. Bon, si je ne paie pas, ça je vais rester. Au cas où je ne paie pas, ils vont me vendre. Même avec les bébés et les femmes enceintes, ils demandent 1 800 000. Parfois, d'autres, c'est 800 000 pour les libérer. Les autres, c'est 800 000. Et puis les hommes, c'est combien? Les hommes, c'est 400 000. Dans ce fardeau, ça me rappelle. J'ai envie de sortir ici. Je ne vois pas là où je suis. Au revoir, madame, merci. 1400 francs pour une femme, 700 pour un homme. À Tripoli aujourd'hui, des êtres humains sont vendus comme du bétail. Ces Guinéens viennent tout juste d'être exfiltrés des prisons libyennes. Ils ont été libérés par l'Organisation internationale des migrations à une seule condition, qu'ils acceptent de rentrer chez eux. C'est pas facile. On veut rentrer chez nous maintenant. On veut rentrer chez nous. Un charter affrété spécialement pour eux les attend dans ce hangar de l'aéroport. Tout ça là, on voulait aller en Europe, voir si ça peut aller. Donc tout ça là, ça n'a pas réussi. Donc on ne peut pas rester à Libye ici, ils vont nous tuer tous. On préfère rentrer chez nous maintenant. J'ai perdu beaucoup de poids. Ça c'est vrai. Même mon corps est parti comme ça. Je suis tellement froid depuis hier nuit. T'es content de rentrer chez toi? Tellement content. On dirait que je suis rentré en Europe. Tellement la souffrance que j'ai tenue sur la route. Ça m'a découragé complètement. Pourquoi j'ai sorti? J'ai été tiré une balle dans la tête. On t'a tiré une balle dans la tête? Oui. Qui ça? Ici, les Libyens, les militaires libyens. Où? Ici. J'étais avec un petit, lui, on lui a tiré sur le pied. On nous a jetés dans le désert. La famille, ils ont mis les sacrifices. Et tous, ils pensent que je suis décédé. Après, je me suis couché à l'hôpital parce que j'ai eu ça le 7 du mois de carême. Je me suis réveillé le 24 du mois de carême. J'ai appelé ma maman directement. Je l'ai salué, j'ai dit que maman, c'est moi, Barry Mamadou Ali. Elle dit que non, que mon enfant Barry Mamadou Ali, il est décédé, ça fait presque 3 semaines comme ça. J'ai dit non, c'est moi. Je l'ai appelé sur Facebook, l'appel vidéo, elle m'a vu. Depuis en ce temps aussi, j'ai tenté pour se retourner parce que ma maman et ma famille et tout ça veulent me voir. J'ai tenté pour se retourner dans mon pays, on m'a pris encore, on m'a amené dans la prison. J'ai fait 3 mois de prison. Je suis sorti là-bas même pas une semaine encore, on m'a ramassé encore. Et malgré tous les malheurs là, c'est pour mon rêve pour aller en Europe, parce que je rêve d'aller en Europe. Malgré tout ce que tu as vécu? Malgré toutes les difficultés que j'ai eues, si je gagne la possibilité d'aller en Europe, je vais aller, parce que c'est le lieu que je rêve d'aller. Et soudain, de manière totalement spontanée, ces jeunes qui viennent d'échapper à l'enfer entonnent leur hymne national, un chant de liberté. Non, maintenant ça suffit, ça suffit. Non, ça suffit. Ils vont bientôt monter dans l'avion pour la Guinée-Conakry, mais d'ici là, les Libyens souhaitent qu'ils parlent le moins possible, parce que bien sûr, ils ne veulent pas qu'on connaisse la réalité de leur détention. Ok, I'm sorry, they're nice, don't worry, they're nice. Ils sont juste heureux, c'est tout. They're just happy, they're nice. L'OIM et le HCR ne parviennent à exfiltrer qu'une minorité de migrants. Tous les autres croupissent en prison jusqu'au jour où les passeurs les jettent en mer sur une embarcation telle que celle-ci.
100 à 150 personnes sur un pneumatique de 3 mm d'épaisseur. La traversée de la Méditerranée est la 3e partie de leur voyage, un périple mortel. Plus de 3000 migrants se sont noyés l'an dernier. Depuis un an, les gardes-côtes libyens constituent une menace. Ces images ont été filmées par des secouristes allemands lors d'un sauvetage. Les gardes-côtes s'approchent et réclament avec véhémence les migrants qui viennent d'être sauvés. Les Libyens n'hésitent pas à tirer en l'air pour intimider les secouristes. Chaque nuit, les gardes-côtes libyens partent en mission pour intercepter les migrants qui tentent la traversée. Les gardes-côtes libyens, c'est une nébuleuse qui est accusée de lien avec les milices et avec les trafiquants d'êtres humains, mais c'est pourtant sur eux que l'Europe compte. Désormais, les gardes-côtes disposent du soutien financier et technique de l'Union européenne, en particulier de l'Italie. Leur porte-parole confirme que l'objectif est bien de bloquer les migrants au sud de la Méditerranée. Nous ne sommes pas les gendarmes de l'Europe. On bloque la mer pour passer le message aux migrants qui n'ont aucun espoir d'atteindre l'Europe. Comme ça, ils ne viendront pas en Libye. C'est ce qu'on espère. À Tripoli, les gardes-côtes disposent de 2 bateaux, dont celui-ci. Preuve des liens existants avec le gouvernement italien, à son bord, en plein travail, un représentant de la police des douanes italienne. Mais que faites-vous ici? On fait de la maintenance. Pour eux. Ce bateau militaire n'est pas adapté au sauvetage en mer et ce qui pose également problème, c'est le comportement de son équipage. Avez-vous intercepté beaucoup de migrants? Oui, beaucoup de migrants. Vraiment? Mais ils ne vous aiment pas, n'est-ce pas? C'est un travail très difficile. Une fois les naufragés ramenés à quai, les Libyens les renvoient en prison où ils sont souvent revendus aux trafiquants. Lorsqu'ils sont en mer, les migrants prennent donc des risques énormes pour échapper aux gardes-côtes et ne pas retourner en Libye. Quand les ONG européennes sont présentes sur les lieux du sauvetage et viennent en aide aux migrants, notre tâche devient beaucoup plus difficile. Quand les migrants repèrent les bateaux étrangers, ils tentent tout pour les rejoindre. Début novembre, une scène dantesque a mis aux prises ce navire libyen et le Sea-Watch, bateau de secours affrété par une ONG allemande. Tandis que les Zodiacs du Sea-Watch s'approchent du canot naufragé, les migrants qui ne savent pas nager sont déjà en train de couler. Sous les yeux de l'équipage libyen totalement passif, de jeunes Africains se battent pour leur vie. Les Libyens font signe au Sea-Watch de dégager. Ils frappent des migrants pour les empêcher de sauter à l'eau, tandis que certains d'entre eux passent à l'acte, au péril de leur vie, pour rejoindre les sauveteurs allemands. Les Libyens démarrent en traînant un homme agrippé à leur échelle. Le Sea-Watch ne parvient à sauver que la moitié des migrants. 5 personnes, dont un tout jeune enfant, perdent la vie. La Sicile reste la principale porte d'entrée en Europe. 120 000 migrants sont arrivés ici en 2017. Le lendemain du naufrage, l'Aquarius, un bateau affrété par SOS Méditerranée, accoste au port de Catagne. Équipé d'une chambre froide, c'est l'Aquarius qui a pris en charge les corps du drame de la veille. Le fait que leurs bateaux soient interceptés et que les migrants soient renvoyés en Libye, le fait que ces gens soient désespérés au point de se jeter à l'eau quand ils voient les gardes-côtes approcher est inacceptable. Le monde ne peut pas voir cela et rester passif. Nous devons faire quelque chose. Cette situation ne peut pas durer. D'autant plus inacceptable qu'il arrive désormais que le MRCC, le Centre de coordination des secours maritimes basé à Rome, donne la priorité aux Libyens.
Alors que nous arrivions sur le lieu d'un sauvetage, le MRCC nous a demandé de ne pas intervenir et de laisser la responsabilité de l'opération aux gardes-côtes libyens. Nous avons dû les regarder intercepter 2 bateaux pneumatiques. Les migrants ont été hissés à bord puis ramenés en Libye. Ceci est contraire au droit international humanitaire. C'est une violation du principe de non-refoulement de renvoyer des personnes là où elles ne sont pas en sécurité. Ici, après, c'est un peu la première étape. Sur l'Aquarius, c'est un Genevois qui est aux commandes des sauvetages. Basile Fischer raconte sa dernière mission à la responsable de SOS Méditerranée suisse. Ils vont être en sécurité, quoi. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est boire et puis manger ce qu'ils ont à manger, quoi. Et puis, t'en as même des, ils se font direct, quoi. Ils sont tellement crevés et tout qu'ils dorment tout de suite, quoi. Kit de survie. Et vous avez de la malnutrition? Ouais, ça vous avez vu Je pense que ça dépend surtout de combien de temps ils ont passé en Libye. Okay. Mais ouais, non, ça arrive. J'ai vu un mec qui faisait 1m88 pour 42 kilos, quoi. Enfin, tu vois, ça peut être assez impressionnant, quoi. Toutes les expressions qu'on peut voir sur les visages, ça peut être très marquant aussi. On voit de la peur, on voit les gens qui sont d'une manière préparés à mourir en mer et qui commencent à comprendre et à percevoir qu'ils vont être sauvés et qu'ils vont être saufs. Et quand tu vois ces gens dans des embarcations pareilles qui mettent leur vie en danger, tu te dis qu'il doit vraiment y avoir de gros problèmes pour être prêt à prendre des risques pareils. Une des histoires qui nous a tous vraiment choqués ici, sur un des bateaux où on a fait la première approche, il y avait une femme qui venait d'accoucher. Elle était encore attachée à son bébé avec le cordon ombilical. Et la force de cette personne était incroyable. Ça nous a vraiment tous inspirés. Elle a porté son bébé du bateau en bois jusqu'à nos canots de sauvetage, jusqu'à l'Aquarius. Elle est montée l'échelle de l'Aquarius toute seule en portant son bébé. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très fort. En 2 ans, l'Aquarius a sauvé 27 000 personnes des flots, dont 30% de mineurs. À Catagne, Médecins sans frontières a ouvert ce centre qui accueille à leur descente de bateau les migrants les plus sévèrement atteints, tant sur le plan psychique que physique. Personne ne va retourner en Libye. Personne ne va retourner en Libye. C'est le pire endroit. C'est bien que tu sois là. Oui, c'est bien. Je ne suis plus entre leurs mains. Je ne pourrai jamais assez remercier Dieu. Cette femme a survécu à un naufrage. Elle se trouvait en mer avec ses 2 jeunes enfants. L'eau entrait dans le bateau. C'est comme ça les garçons, ils essayaient d'enlever l'eau, ils essayaient d'enlever. Nous, on ne connaissait pas où on se trouvait, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Tout le monde priait. Notre bateau, un côté, est tombé dans l'eau. Nous, on s'est levé, on s'est accrochés tous sur un côté. Le moteur est tombé dans l'eau, l'essence est sortie. Ça se mélange avec de l'eau. Ça m'a brûlé tous les 2 jambes. Ma fille pleurait, mon fils pleurait. Tout le monde criait, ça étouffait. Personne ne respirait bien. On ne connaissait pas, on n'avait pas d'espoir. On ne savait pas si on va trouver un autre pays devant ou si on va trouver un autre monde devant. C'était quand je passais mon fils au monsieur, comme il était un peu plus petit, pour arranger sa soeur. J'arrange sa soeur, je me tourne, le monsieur il est tombé dans l'eau avec mon fils. Je vois mon enfant sortir de l'eau devant moi, se battre. Je crie, je veux sauter pour attraper mon fils. Les autres gens, ils m'ont arrêté. Ils disent non. Il y avait au moins 2 femmes aussi à côté de mon fils qui se noyaient. Mon fils se battait, je me retourne, je ne vois plus mon fils. Et j'ai regretté pourquoi je suis partie en Libye avec mes enfants. Chaque fois, c'est comme si c'est moi qui l'ai tué. Son petit garçon a été enterré ici, au cimetière de Catagne, aux côtés de dizaines d'autres migrants anonymes dont les familles ne seront jamais informées de la disparition. Non, côté. Non, tout droit, puis à gauche.
Va tout droit. En Sicile, en cette période d'élection régionale, les débarquements de migrants sont tenus secrets, loin des médias. Mais nous avons été avertis de l'arrivée imminente d'un navire. Arrête-toi ici. Où est le bateau? Voilà le bateau. C'est un bateau de la marine italienne? Oui, de la marine italienne. Rien à voir avec les arrivées habituelles qui peuvent atteindre 1000 hommes, femmes et enfants. Ce soir, 26 personnes, en majorité des familles libyennes, ont été sauvées des flots. Ils sont accueillis par la police, les douanes, la Croix-Rouge italienne et le HCR. Les migrants qui sont arrivés hier étaient en bonne santé, ce qui est exceptionnel. Ça nous a étonnés en bien, car ces derniers mois, nous avons vu des gens traumatisés et très affectés. De manière générale, le nombre d'arrivées a diminué depuis 3 mois, mais le flux ne s'est jamais arrêté. Dans la ville voisine de Syracuse, une brigade spéciale ouvre une enquête à chaque débarquement. Là, on a rendez-vous avec un policier dont le surnom est le chasseur de trafiquants. Il s'appelle Carlo Parini et consigne ici depuis des années toutes les informations sur les arrivées de migrants. Avec ses hommes, il interroge les passagers dès leur descente de bateau afin d'identifier le scafista, le migrant à qui les trafiquants ont confié la barre. Ça arrive parfois qu'on ne le trouve pas. Les migrants nous expliquent qu'il est tombé à la mer ou alors que l'un d'eux l'a jeté à l'eau. Il faut comprendre que le scafista fait face seul à plus d'une centaine de personnes. Alors il adopte une attitude très dure. Il utilise parfois des bâtons, des couteaux, n'importe quel moyen pour terroriser les passagers et garder tout le monde sous contrôle. En Sicile, les enquêtes policières ont débouché sur l'arrestation de quelques 300 scafisti, essentiellement des petits poissons peu connectés aux vrais criminels. Cet homme est l'un d'eux. En liberté provisoire, il va bientôt être renvoyé chez lui. Les passeurs m'ont fait monter avec 82 autres personnes sur le canot pneumatique. C'est d'abord les Libyens qui conduisaient, pas moi. Mais quand nous sommes arrivés dans les eaux internationales, les Libyens ont arrêté le moteur. Ils m'ont mis un pistolet sur la tempe comme ça et m'ont ordonné de prendre la barre. Ils nous menaçaient tous. Alors j'ai accepté de le faire pour sauver ma vie et celle des autres passagers. Mais quand nous sommes arrivés ici, on m'a arrêté et on m'a mis en prison. Les Italiens m'ont accusé d'être un passeur. Ils m'ont condamné à 3 ans et 4 mois de prison. Et les trafiquants, tu sais qui c'est, toi? Les trafiquants sont libyens. Ils ne viennent pas ici en Italie. Les trafiquants sont en Libye. Dans la ville de Ragusa, une brigade de la police judiciaire enquête sur les trafiquants de chair humaine. La spécialité du capitaine Chiavola est la lutte contre les réseaux de prostitution. L'opération s'appelle Juju. Ça, c'est la première étape, l'identification. Après, on interroge chaque fille dans mon bureau à Pozzallo. Les femmes nigérianes sont littéralement achetées littéralement dans leur pays, le Nigeria, par des personnes qui les font ensuite venir ici en utilisant la tromperie. Ils ne leur disent pas qu'elles vont devoir se prostituer, ils leur disent qu'elles vont faire du babysitting ou qu'elles seront femmes de ménage, et au lieu de ça, elles finissent dans la rue à se prostituer. Là, on essaye de les identifier, mais elles fuient quand on arrive. Ce sont des organisations criminelles qui recourent à la violence psychologique pour posséder l'esprit de ces femmes et les contraindre à se prostituer pendant des années. Il existe différents rites. Parfois, on leur coupe les poils pubiens, parfois on leur prend une mèche de cheveux ou alors on les photographie. On les menace d'utiliser ces choses pour faire de la magie noire. Elles sont terrorisées rien qu'en en parlant. Récupérées par un intermédiaire de la mafia nigériane à leur arrivée en Sicile, les adolescentes se retrouvent rapidement ici, au bord de la route nationale.
Les criminels les tiennent par la magie noire et par l'argent. Pour payer leur voyage, elles se sont endettées de plusieurs dizaines de milliers de francs. On ne savait pas qu'on venait ici pour faire ce type de travail. J'aurais mieux voulu le savoir. On sait que c'est pas bien, mais on n'a pas le choix. On fait ce travail pour survivre. La plupart des filles qui sont ici ont une formation et ont fait des études. Moi, j'ai étudié le dessin de mode et ma sœur, elle est coiffeuse. Combien ils vous paient? Parfois, ils payent 10 €. Certains hommes, quand ils sont gentils, nous donnent 15 €. Pensez-vous qu'un jour vous pourrez dire « ça suffit, j'arrête » ? Oui, un jour on dira qu'on ne veut plus faire ça, on arrêtera pour de bon. Parce que ce travail, c'est pas bien pour les jeunes. Nous, on aimerait se marier, avoir une vie normale, avoir des enfants. Maintenant, il faut qu'on planifie notre avenir pour qu'on ne soit pas obligé de rester ici et de faire ce travail pour toujours. Parce qu'on ne le veut pas. Et si on arrive à aller dans un autre pays? Oui, les États-Unis. Si on a la possibilité d'aller dans un autre pays, on ira. Si on a l'opportunité. Le tarif, c'est 10, 15 €, parfois même moins. En Sicile, les hommes aussi cherchent désespérément du travail. Ces jeunes hommes font des kilomètres à vélo chaque jour pour essayer de gagner un peu d'argent. Après avoir survécu au désert, à la Méditerranée, ils se retrouvent exploités ici en Sicile. 20 €, c'est pas bon. C'est quoi comme travail? Souvent c'est oignon. Il n'y a pas seul travail ici. Tout ce que tu gagnes, tu fais. 20 € pour 8 heures de travail. Mais c'est mieux que rien, car au camp où ils ont été placés, les migrants reçoivent 2,50 € par jour et pas en cash. 2,50 €. Et puis c'est pas une espèce, c'est cigarette. Basta. Tout le monde est venu fumer, même bébé on lui donne cigarette. Comme c'est Europe, non on ne peut pas se plaindre, non les Africains, non on ne peut pas se plaindre. L'Europe, c'est pas un Eldorado, hein? Ah bon, l'Europe c'est pas facile, hein. Il faut bosser, hein. Tout à fait normal, il faut bosser, mais il ne faut pas voler, il ne faut pas faire palabre, il faut bosser avec eux. Comment ça va aller? Au revoir. Tu vas, mes amis. Ouais, ciao. Et tous arrivent, et tous viennent les champs. Il y a 2 ans, on fait 5 ans ici. 2,50 €, c'est pas joli. Voilà, Sicilien, non bon. Voilà. Sicilien n'est pas bon. Voilà, Sicilien n'est pas bon. Les jeunes hommes se dirigent vers Mineo, une ancienne base américaine, devenue le plus grand camp de migrants d'Europe, avec 3 à 4 000 âmes. Dès l'entrée, l'armée et la police sont omniprésentes. Chaque jour, l'administration du camp touche 29 € par migrant pour les loger et les nourrir. Elle leur donne l'équivalent de 2,50 €. Nous allons interroger la sous-directrice de Mineo. J'ai entendu que les migrants recevaient leurs 2,50 € en cigarettes. La loi prévoit de donner 2,50 € en forme virtuelle. Les migrants reçoivent donc bien cette somme en nature dans un hangar baptisé le Bazar de Mineo. Ça c'est gratuit. Ça. Et ça c'est les cigarettes donc. Oui. Ça fait combien de cigarettes? C'est le prix du marché. Donc ça c'est... C'est la valeur de 5 €, comme la carte téléphonique. Donc ça veut dire qu'un paquet de cigarettes c'est 2 jours d'argent. Oui, s'ils veulent cigarettes. Et ils ont aussi d'autres biens. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre encore? Donc ça c'est les choses principales. Hein? Oui. Ça fait plus de 2 mois qu'ils n'avaient pas donné des cartes. Parce que normalement, il n'y a que des cigarettes. Mais bien sûr. On croyait qu'on allait avoir une vie meilleure ici. Parce qu'on ne croyait pas vivre tout ce désastre qu'on vit actuellement. Ça, c'est la déception, en fait. Totale. Une déception totale même. Tu referais le voyage si tu avais su tout ça? Si j'avais su tout ça, mais pourquoi pas? Tu le ferais quand même? Moi en personne. Dans le but d'espérer une vie meilleure, je le ferai. Quelques chanceux obtiendront l'asile, d'autres un permis provisoire. Mais après 2 à 3 ans d'attente, 60% des résidents de Mineo seront renvoyés chez eux. Il y a plus de choses qui se passent ici.
Pour mémoire, je vous livre les derniers bilans tenus par l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. 4581 migrants sont morts noyés en mer en 2016, 2834 en 2017. Depuis le début 2018, on a déjà largement dépassé le cap de 500 migrants disparus en mer, et cela, c'est sans compter les naufrages qui ne laissent aucune trace. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Temps présent. À bientôt.